Muchísimas gracias, profesora María. Igual un gusto, al menos para todos los organizadores, haber contado con su participación. Espero que nos pueda acompañar en otra ocasión, igual hablando sobre este tema de la interdisciplinariedad del derecho. Muchísimas gracias, doctora. Bien, ahora es turno del doctor Jafnet Melvik. El profesor es un reconocido en la materia de filosofía del derecho y metodología jurídica. Cuenta con un doctorado estatal de París, junto a sus estudios de filosofía del derecho, lógica y argumentación legal y epistemología legal. El profesor nos va a explicar su tema, el pensamiento literario de José Calvo. Esta ponencia va a ser realizada en el idioma francés y con algunas intermitencias va a estar a cargo de la traducción de la doctora Janet Milena Pacheco. Sin más, el tiempo es vuestro, doctor Melvik. Merci. Je suis bien content d'être ici. Vous m'entendez? Oui, monsieur. Oui. Si on vous attend. Merci. Bien content d'être ici. Je remercie les organisateurs de m'avoir invité. Je remercie aussi, plutôt je m'envoie les salutations à la famille de José Calvo. C'est un moment magnifique de se rencontrer pour rendre hommage à la mémoire de José Calvo. Il a été un chercheur en droit et littérature fantastique. J'ai présentement à côté de moi toute une bibliothèque des livres qu'il a publiés. Des livres simplement fantastiques. Et il faut avouer que j'adore surtout El alma y la ley, Tolstoï entre juristas. Et également un livre particulier mais enchantant, El canto por derecho, magnifique. Mais le plus important, c'est peut-être le livre que j'ai publié dans la collection d'Ike et qui est le plus cher pour moi, Octroi de sens, exercice d'interprétation juridique narrative. Et ce livre, bien sûr, parce que je suis éditeur de la collection, représente quelque chose de particulier pour moi. C'est là où simplement où je veux voir un condensé de la pensée juste littéraire de José Calvo. Traduction. Merci, monsieur. Bueno, el profesor agradece a los organizadores, a la familia, muy especialmente el profesor José Calvo. Encuentra que este es un momento magnífico para poderle dar el homenaje que se merece. Es un adicto a los libros del profesor y resalta particularmente el cariño y el interés que tiene por el segundo libro publicado por Publicaciones Dique. J'ai donc intitulé notre intervention La pensée juste littéraire de José Calvo. Et bien sûr, je m'excuse de ne pas pouvoir vous parler en espagnol. Malheureusement, l'occasion n'a pas été donnée pour que je puisse le faire. Donc, notre essai se veut un hommage au feu professeur José Calvo. Nous ne prétendons nullement d'analyser en profondeur toutes ses contributions à la pensée juste littéraire, sinon nous restreindre bien volontairement à prendre un instantané de ceci. Et le mot instantané, snapshot, prend ici tout son sens
car c'est une photographie prise rapidement à main levée, sur le vif, sans intention artistique et esthétique, sans aucune autre prétention que de représenter ce moment précis dans les coulées temporelles, et d'où la découle les raisons de notre intervention. Nous prendrons un instant temps de sa pensée juste littéraire pour mieux partager avec José Calvo l'esthétique, l'art, la beauté, le romanesque, le satirique, le tragique, le comique qui entoure les mots et l'image que les droits projettent sur la littérature. José Calvo nous crée comme artiste des images littéraires de droit, et voilà ce que nous intéresse. Nuestro ensayo es un homenaje al desaparecido profesor José Calvo. No pretendemos de ninguna manera analizar a profundidad sus contribuciones al pensamiento jusliterario, sino de darle a voluntad un homenaje corto, instantáneo. Esta palabra de instantáneo o snapshot toma aquí todo un sentido, porque es una fotografía tomada rápidamente, hecha a la mano, en el acto, sin intención artística o estética, sin ninguna otra pretensión que representar a este momento. Eso es lo que intentamos hacer. Tomamos un momento de su pensamiento jusliterario para compartir con José Calvo la estética, el arte, la belleza, la romanística, la sátira, lo trágico, lo cómico que envuelve la palabra y la imagen del derecho proyectado sobre la literatura. José Calvo nos crea como el artista las imágenes literarias del derecho, y eso es lo que nos interesa. Créer des images des droits, cela ne signifie pas seulement que nous reproduisons chutes juste littéraires en disant autant sur nous-mêmes que sur les images juste littéraires elles-mêmes. Cela nous rappelle, si besoin est, que les outils, mots, tableaux, photographies, dessins, sons, danse, théâtre, avec lesquels nous approchons l'image du droit, sont aussi les reflets inconscients ou conscients de notre vision de ce que doit compter en tant que droit. Il existe bien évidemment de nombreuses façons de reproduire, de refléter, d'imaginer le monde du droit, de même qu'une pluralité d'ambitions et de prétentions différentes pour le mettre sur mot. Dans la fiction et la poésie, l'image d'un droit possible peut facilement être représentée, imaginée, au-delà de la réalité, contraire à la vérité, contraire même à toute justice et équité. Traducción. Crear imágenes de la ley no solo significa que nuestras reproducciones jusliterarias dicen tanto de nosotros como de estas imágenes jusliterarias en sí. Esto nos recuerda, si es necesario, que las herramientas o las palabras, los cuadros, las fotografías, los dibujos, los sonidos, la danza, el teatro, con los cuales nos aproximamos a la imagen del derecho, son también el reflejo inconsciente o consciente de nuestra visión de lo que el derecho debe representar como derecho. Existe evidentemente de numerosas maneras de reproducir, de reflejar, de imaginar el mundo del derecho. De hecho, igual que una gran cantidad de ambiciones y de pretensiones diferentes para volver las palabras. Dan la ficción y la poesía, la imagen del derecho posible puede fácilmente ser representado, imaginado más allá de toda realidad,
contrario a toda verdad, contrario incluso a toda justicia y equidad. Un monde littéraire de droit ne repose, en règle générale, que sur lui-même, sur l'énergie imaginaire qu'ont été engagées, et sur la fantaisie littéraire propre à son auteur. Ce qui est encore vrai en ce qui concerne tout chercheur dans le domaine des droits et littérature. C'est un monde à la fois fictif et imaginaire, utopique et fantastique, uchronique et alternatif, qu'avoue volontairement son caractère artificiel, normativiste et narrativiste pour mieux s'en situer. C'est un monde où la hiérarchie traditionnelle entre les fictions est inversée et où la représentation littéraire de droit peut s'imaginer rivaliser autant avec les sources de droit qu'avec des acteurs de droit. Un mundo literario del derecho no reposa por regla general que sobre el mismo, sobre la energía imaginaria que se ha comprometido y sobre la fantasía literaria propia a su alrededor. Lo que es cierto en lo que concierne a todo investigador en el dominio del derecho y la literatura. Es un mundo a la vez ficticio e imaginario, utópico y fantástico, protector y alternativo, que admite voluntariamente su carácter artificial, normativista y narrativo con el fin de situarse mejor. Es un mundo donde se invierte la jerarquía y donde la representación literaria del derecho puede imaginarse rivalizando con las fuentes del derecho y con los actores del derecho. Si nous, en tant qu'individus modernes, vivons autant avec la tête dans les nuages qu'avec 2 pierres sur la terre, le monde juste littéraire que nous avons été créé par des artistes et des chercheurs ont un impact sur nous. Simplement, nous les recréons dans notre tête et en tant que croyance et souvent aussi en tant qu'opinion. Les représentations juste littéraires nous influencent. Qu'il s'agisse de romans ou de pièces de théâtre. Et aujourd'hui, de plus en plus de films et de téléséries font l'objet des croyances. Ils nous inspirent sans notre consentement et sans la clarté de notre conscience dans un monde de représentation où nous retrouvons autant en minorité, pour évoquer Kant, qu'un consommateur avide de se laisser volontairement influencer. Et c'est là où nous nous trouvons, José Calvo. En tant qu'artiste dans le monde des artistes, en tant que brasseur d'images dans un monde d'images littéraires. Et de toute façon, en tant que chercheur imaginatif dans un monde juste littéraire imaginé. Traducción. En sí, nosotros, en calidad de individuos modernos, tenemos la cabeza tanto en las nubes como los 2 pies en la tierra. El mundo literario que nos ha sido creado por los artistas y los investigadores tienen un impacto sobre nosotros. Simplemente nosotros lo recreamos en nuestra cabeza y como creencias y también como opiniones. Las representaciones literarias nos influencian, sea que se trate de novelas o de piezas de teatro. Y hoy, cada vez más, las películas y las series de televisión son el objeto de creencias. Ellos nos insertan sin nuestro consentimiento y sin nuestra claridad y sin claridad en nuestra conciencia. Dan un mundo de representación donde nosotros
nos encontramos como minorías, evocando a Immanuel Kant, que como consumadores ávidos para dejarse influenciar. Es allí donde nosotros encontramos a José Calvo, como artista en el mundo de los artistas, como cervecero de la imagen de un mundo de imágenes literarias, en donde en donde la manera como investigador imagina un mundo just littéraire. Il convient en conséquence de s'approcher de ces instantanés, de ces images juste philosophiques que nous avons créées et qu'il nous a léguées José Calvo. D'abord en nous penchant sur l'image de la danse immobile, ensuite l'image de la réalité décalée, après l'image du dernier mot et encore l'image de l'éternel retour. Bien sûr, dans notre conférence H2I, nous ne pouvons pas élucider toutes ces images, mais la première vous sera présentée. Traducción. Es conveniente en consecuencia aproximarse a las imágenes just filosóficas que crearon y que creó y que nos ha dejado José Calvo. En primer lugar, fijémonos en las imágenes de la danza inmóvil, luego de la imagen de la realidad, luego de la imagen de la última palabra y en fin de la imagen del eterno retorno. Obviamente no tenemos el tiempo para desarrollarlas todas, entonces solamente vamos a hacer referencias a algunas. Présentons la première image, la danse immobile. En abordant l'image chute littéraire de droit chez José Calvo concernant l'interprétation des sources de droit en tant que danse immobile, nous pouvons aller directement vers une citation où elle explique. Dans la tâche d'essayer d'imaginer d'expériences interprétatives dans l'interprétation juridique, je me sers en guise de sous-titres d'une figuration métaphorique. Pour mieux dire de oxymore, la danse immobile. Dans cette image figurée, c'est reçu ce qui paraîtrait sans cela un insensé accouplement des contraires. Changement et stabilité, adaptación y continuidad. Traducción. Veamos la primera imagen, la imagen de la danza inmóvil. Abordando la primera imagen just literaria de José Calvo, concerniente a la interpretación de las fuentes del derecho, tenemos que ir directamente a lo que nos atrae. Y cita aquí una referencia expresa del autor. En el trabajo o en la tarea de tratar de imaginar la experiencia interpretativa en la interpretación jurídica, me sirvo a manera de subtítulo de una figura metafórica, para mejor decir, un oxímoron, la danza inmóvil. En esta imagen figurada se ve lo que de otra manera parecería un apareamiento sin sentido. Cambio, estabilidad, adaptación y continuidad. C'est de l'expérience interprétative de l'interprète dont parle José Calvo, et nullement du concept d'interprétation ou le concept de l'interprétation des sources de droit. Il fait référence à une expérience que l'individu fait toute seule, avec ses propres ressources et pour, en première instance, lui-même. C'est une opération de l'esprit et de l'âme, une expérience qui se produit dehors la porte sensorielle et dans l'ombre du corps. Pourtant, José Calvo l'imagine comme une danse, comme un mouvement, une virevolte, un pivotement, une pirouette. Danse est donc accompagnée par la chorégraphie et par la gracieuseté des mouvements
qui distingue une danse de la frénésie, l'ivresse ou encore le délire. Traduction. Es la experiencia interpretativa del intérprete de la cual habla José Calvo y de ninguna manera del concepto de la interpretación de las fuentes del derecho. Es una experiencia que el individuo hace solo, con sus propios recursos y en un primer momento él mismo. Es una operación del espíritu y del alma, una experiencia que se produce más allá del desgaste sensorial y en la sombra del cuerpo. Por tanto, José Calvo lo imagina como una danza, como un movimiento, como un giro, como un pivot, como una pirueta. Danza y así acompañada por la coreografía o por lo gracioso del movimiento que la distingue del frenesí, de la borrachera o incluso del delirio. C'est ainsi le danseur de la danse immobile, que nous appelons donc l'interprétation juridique, et l'expérience même de l'interprétation est celui que le danseur et l'interprète. De même, l'interprétation juridique danse avec l'interprète, et les deux s'échangent inévitablement dans l'expérience en question. José Calvo nous le confirme quand il avoue que la danse, l'interprétation, constitue le danseur, l'interprète. De même que le danseur, l'interprète, constitue la danse, l'interprétation. C'est beau et ce n'est pas faux. El bailarín de la danza inmóvil que llamamos la interpretación jurídica es la experiencia misma de la interpretación. El bailarín es el intérprete. De la misma manera, la interpretación jurídica baila con el intérprete y los dos se encuentran inevitablemente. José Calvo lo confirma cuando él evoca la danza, es decir, la interpretación, constituye el bailarín, el intérprete. Lo mismo que el bailarín, el intérprete, constituye la danza, la interpretación. Es hermoso y no está nada mal. Si l'esprit danse, le corps peut-il faire autre chose que de danser avec? Si l'interprétation juridique est donc une expérience qui se déroule en l'esprit, l'esprit danse-t-elle à toute seule, sans son corps ou avec son corps? José Calvo de préciser et d'ajouter l'image de l'esprit et du corps unis dans l'expérience de l'interprétation juridique et l'image de la danse immobile qui ne quitte jamais la piste de danse. Traduction. Si el espíritu de la danza, el cuerpo puede quizás, si el espíritu baila, el cuerpo quizás puede hacer otra cosa que solo bailar. Si la interpretación jurídica es una experiencia que se desenvuelve en el espíritu baila solo, sin el cuerpo o con el cuerpo. A José Calvo le corresponde precisar y complementar la imagen del espíritu y del cuerpo unido en la experiencia de la interpretación y la imagen de la danza inmóvil que no deja más opción que la pista para bailar. Citons José Calvo. Citons le suivant. Mais l'axe rotatoire était libre et intarissable mobilité qui se précipitait sur elle-même était self-interferent. Il serait préférable donc d'imaginer la danse chirostatique du derviche, composée d'une délirante apesanteur, d'une permanente rotation sans translation, d'un enveloppant retour sur un axe sans fuite, d'un parcours perforant
l'entourage et le contour émanant vers la profondeur intrinsèque, d'un voyage intérieur, d'une focalisation internaliste, autoconsciente, qui ne se distrait pas du remous dessinant une molinette contenue, d'une sorte de danse de toupie, qui, grâce à la nature anthropique, vainque la tentation du contrepoids, la manesse de l'égarement, l'éventuel pèlerinage erratique, qui résiste à toute fonctionnalité spatiale extravagante, qui, comme toute, est toujours une danse autopoétique et acheutée à l'enroulement circulaire d'un contour. Voilà l'interprétation juridique. El profesor cita textualmente una referencia al profesor Calvo en el siguiente sentido, para poder explicar lo que viene hablando sobre la interpretación. Dice, pero el eje giratorio era libre y la movilidad inagotable que se preceptó sobre sí misma se interferiría a sí misma. Por lo tanto, sería mejor imaginar la danza girostática del derviche, compuesta de una ingravidez delirante, una rotación permanente sin traslación, un envolvente de nuevo en un eje sin fugas, un camino que perfora el entorno y los contornos y conduce a la profundidad intrínseca, un viaje interior, un enfoque interiorista y un autoconsciente que no se distrae del remolino de un carrete continuo, una especie de danza superior que gracias a su naturaleza entrópica supera la tentación del contrapunto, la amenaza de la desorientación, la posible peregrinación errática, que resiste cualquier funcionalidad especial extravagante, que, después de todo, es siempre un baile autopoético y sujeto a la bobina circular de su contorno. L'image est saisissante. La danse immobile, qui est donc l'interprétation juridique, se compare avec les danses chirostatiques du derviche. Comme il connaît sa culture, il situe surtout la danse du derviche dans sa source culturelle ancienne, à savoir dans l'ancienne culture crétoise, et dans une danse vagabonde en entonnante des louages dithyrambiques à Dionys. Une danse liturgique antique, où donc rien n'est dit, où rien n'est affirmé, où rien n'avance pour mieux tourner. Une danse en solitaire pour ne représenter que lui-même et les danseurs. José Calvo nous forge en effet l'image de l'interprétation juridique dans une intimité immobile, où l'interprète n'a que lui-même. Il tourne avec sa propre interprétation et l'interprétation tourne avec lui, immobile. Et pourtant, tout est fait dans cette immobilité, car il demeure que l'interprétation juridique est toujours son propre résultat et rien d'autre. Traducción. La imagen es llamativa. La danza inmóvil, que es entonces la interpretación jurídica, se compara con la danza girostática de un derviche. Como él conoce esa cultura, se sitúa en la danza del derviche, en la cultura antigua, a saber, en la cultura de Croacia. En tanto, es una danza errante, una danza litúrgica antigua donde nada está dicho, donde nada se afirma, donde nada avanza para retornar. Una danza en solitario que no representa que él y el bailarín. José Calvo nos forja, en efecto, una imagen de la interpretación jurídica en una intimidad inmóvil, donde el intérprete no se tiene que a sí mismo. Él gira con su propia interpretación y la interpretación gira con él, inmóvil, y por tanto todo es hecho en esta inmovilidad, porque él deviene
porque deviene que la interpretación jurídica es siempre su propio resultado y nada más que otra cosa. Souligne aussi que cette danse est soumise à une chorégraphie. Il est dit clairement. Ça signifie que la chorégraphie accompagne notre façon de faire l'interprétation. Et notre façon de situer la chorégraphie se trouve aussi dans l'esprit. Il se trouve justement que les chorégraphies, en tant que ressource pour l'interprétation, fait instinctivement référence à la doctrine juridique. Ça signifie, comme on dit, que nous avons une sorte de préalable dans l'esprit qui fait que notre danse, c'est la danse. Traduction. La coreografía acompaña siempre el espíritu y el espíritu acompaña la doctrina. Adelante. Et je vois, comment dire, l'image magnifique de Dervish sur l'écran. Et c'est effectivement là. Mais quittons l'image de l'interprétation juridique pour aborder deuxièmement la deuxième image que José Calvo a développée dans plusieurs de ses livres, à savoir l'image de la réalité décalée. À l'autre côté, il touche directement au procès juridique. Un procès judiciaire se tient toujours après les faits. Quelquefois, il s'agit de plusieurs mois après les faits, d'autres fois, nombreuses années après. Le décalage temporel est davantage la distance existentielle et trop humaine entre les faits considérés, à qualifier, à juger et le moment donc où tout cela aurait effectivement lieu est souvent préoccupant. La sagesse populaire prône qu'un jugement ou encore une justice arrive trop tard, n'est que de l'injustice. C'est constitue un territoire fertile pour tout imaginaire, juste littéraire, ce que la littérature témoigne. Sur la littérature judiciaire, se constate pourtant uniquement que l'instance judiciaire et le juge magistrat ne constatent pas les faits de la réalité, mais obligés de reconstituer ce qui était présenté dans le cours concernant les faits en tant que reproduction des faits. Nous le récoltons rationnellement toujours en tant que obita dicta, mais en tant que reproduction, la reconstitution des faits est donc aussi proprement une reproduction des faits en image mot. Et c'est que là qu'intervient José Calvo avec une image. D'accord. El profesor nos muestra la imagen del derviche con lo que trata de ilustrar cómo es ese ejercicio de interpretación y lo ubica, nos permite entrar al análisis de la segunda imagen y es la imagen de la realidad que cambió. Y parte de la explicación del proceso judicial que se lleva a cabo después de los hechos. Inclusive en algunas ocasiones, después de meses de la ocurrencia de los hechos, o inclusive de muchos años después de que hayan ocurrido estos años. Estos hechos. El decalaje temporal y la distancia existencial es demasiado humano entre los hechos a considerar y a calificar y a juzgar, y el momento en donde ello efectivamente se hará. La sabiduría popular argumenta que un juicio o incluso la justicia que llega demasiado tarde, no es sino injusticia. Es lo que constituye un territorio fértil por todo imaginario ius literario, lo que la literatura testimonea. Sobre el nivel judicial se constata, por tanto, únicamente que la instancia judicial y el juez no constatan los hechos en la realidad, pero es obligado
está en la obligación de reconstruir lo que ha estado presente en el curso de esos hechos, en tanto que reproducción de los hechos. Nosotros lo hacemos racionalmente siempre, en tanto que overdicta, en tanto que reproducción de la reconstitución de los hechos. Es entonces propiamente una reproducción de los hechos, de las imágenes y las palabras. Es ahí donde interviene José Calvo con la imagen. L'image que José Calvo nous donne, c'est la suivante. Pour autant, comme au début d'un trailer, en se préservant de dévoiler sa chute trop tôt, l'annonce de la vérité judiciaire prétend exprimer, bien que ces défis soient toujours exposés à l'expérience d'une révélation qui, peut-être, ne se produira jamais, l'entourée narrative pour compter, c'est-à-dire rendre compte et en se justifier la vérité dans l'enquête et le dévoilement de la vérité judiciaire. Plus encore, si possible, quand le cours de cette exploitation, jusqu'à remonter à sa découverte, se configure de lui-même comme une narration dans laquelle l'ensemble des éléments qui la soutient, l'histoire, les narrations alternatives et les narrations successives, est ordonnée de manière analogue à celle d'un polar. L'image est bien des thrillers et des polars. Et pourtant, l'image juste littéraire de José Calvo est plus qu'un simple rappel ou encore une référence gratuite au thriller et les polars, que le fait que la vérité judiciaire n'est peut-être pas vraiment la vérité du tout. C'est peut-être autre chose, plus profonde. C'est une image qui nous réconforte. Traducción. La imagen que el profesor nos da en este caso es la siguiente, retomada del profesor Calvo. Sin embargo, como el comienzo de un tráiler preservando su caída demasiado pronto, el anuncio de la verdad judicial, pretende expresar, aunque este desafío siempre está expuesto a la esperanza de una revelación que tal vez nunca suceda, el interés narrativo en la narración, es decir, la rendición de cuentas y por lo tanto la justificación de la verdad, en la investigación y la divulgación de la verdad. Aún más, si es posible, cuando el curso de esta exploración, hasta el punto de volver a su descubrimiento, se configura por sí mismo como una narrativa en la que todos los elementos que la soportan, historia, narrativas alternativas y narrativas sucesivas, se ordenan de una manera análoga a la de un polar. La imagen es de hecho tráiler y polar, y sin embargo, la imagen literaria de José Calvo es algo más que un recordatorio de que tanto el tráiler como el polar cuentan y narran la búsqueda de la verdad, que los dos géneros literarios dan vida a las palabras para hacer de esta investigación un intrincado desenlace. Sin embargo, en la cita dada hay más imágenes que eso. Il faut arrêter ici. J'ai déjà arrivé aux limites du temps qui m'a été accordé. Mais avant de finir donc notre discours, obligé de finir, il faut simplement se rendre compte qu'il y a deux images dans l'image donnée. À l'un côté, nous observons que l'image dans l'image est simplement que le juge magistrat, il construit aussi la réalité comme une discursivité, comme une image où ils mettent simplement la réalité sur le mot, dans une temporalité décalée. Mais il y a aussi, sous-jacent bien sûr, de la citation donnée, une sorte de référence tout à fait explicite à la dieu Agone. Le dieu Agone
de l'Antiquité hellénique, ou grecque, si vous voulez, où nous trouvons simplement le double sens de agon que nous retrouvons dans le mot agonistique. C'est-à-dire que la lutte pour la vérité, c'est une lutte agonistique. Une lutte, nous retrouvons deux moments. Le moment sportif, en rappelant que les Jeux olympiques, c'est un moment agonique, dédié bien sûr à la mémoire de Dieu Agon, mais aussi en tant que cérémonie. Une cérémonie que nous retrouvons dans les classiques grecs, comme chez Aristophane, ou encore chez d'autres dramaturges grecs, où là, simplement les compétitions que nous pouvons voir sur scène, où deux opinions se confrontent et simplement est en train de batailler l'une avec l'autre. Bien sûr, nous voyons toutes les imagineries culturelles que nos José Calvo utilise, qui nous a léguées et qui nous invite simplement de développer. Mais je laisse la parole a la traductrice. Oh, mon Dieu, monsieur. Bueno, él dice que desafortunadamente tenemos que parar aquí, pero quiere hacer la precisión en dos ideas importantes. La primera, hablando del juez y su rol que tiene en el proceso de juzgamiento, es que el juez construye la realidad como un discurso a partir de imágenes que él, digamos, toma de la realidad. Y hace alusión también a la metáfora de Agón, el dios deportivo de Grecia, en donde ilustra la lucha que pueden tener tras la búsqueda de la verdad. Y entonces él describe que el juez en ese proceso de búsqueda de la verdad, digamos, es un momento agónico, agonizante, ¿cierto? Pero al mismo tiempo es un momento ceremonial. Merci beaucoup. Mon temps est épuisé et je suis bien content d'être avec vous pour rendre hommage à José Calvo. Merci. Les agradece el profesor su invitación y de ser parte de este homenaje al profesor José Calvo. Profesores, muchísimas gracias por la ponencia. A razón de la danza inmóvil y la interpretación, una pregunta muy corta. ¿Quién resulta ser propietario del significado de la ley? Si es el legislador, quien entrega pues, la ley propiamente, o son los jueces a razón de su función jurisdiccional. Professeur, une question pour vous. Monsieur demande si par rapport à la danse immobile et l'interprétation, c'est qui les propriétaires de la loi, les législateurs ou les juges? Ni l'une ni l'autre. Ninguno de los dos. La loi appartient historiquement au peuple. Ce que nous trouvons culturellement, où le mot propriétaire était utilisé simplement pour signifier la loi. La loi et la constitution appartenaient au peuple et à personne d'autre. N'appartenant même pas aux législateurs, n'appartenant même pas aux juges. Rappelle uniquement une chose avec les traditions vikings. Le plus grand crime chez les vikings, c'était le crime consistant à vouloir changer la loi. Celui qui voulait changer la loi, c'était un lagabrigdir. Et il était automatiquement considéré comme criminel, comme hors la loi. Pourquoi? Parce que celui qui cherche à changer la loi
brise la légalité rattachée à la loi, rattachée au droit. Donc, vouloir changer la loi, c'est un crime. Bien sûr, je suis conscient que cette forme de pensée n'est pas courante aujourd'hui, mais peut-être c'est ça notre décadence. Bien. Traducteur. Bueno, el profesor dice que la loi no pertenece ni al legislador ni al juez, pertenece al pueblo, que culturalmente el concepto de propiedad de la ley se ha utilizado más para dignificar la ley. Y evoca el ejemplo de la cultura vikinga, donde uno de los mayores crímenes que se podían cometer era pretender cambiar la ley. A esta persona se le consideraba un criminal y se entendía así porque estaría desafiando la legalidad de la ley, pero él entiende que no es una forma o no es un pensamiento común o de fácil aceptación en nuestra cultura. Muchísimas gracias, profesor Melvik. Muchísimas gracias, profesora Melina, por este gran apoyo y soporte para la lengua hispana. Pues en realidad muy contento por estos aportes realizados, sobre todo de una imagen tan importante de la danza inmóvil, y que, bueno, hablar a partir de la teoría de la interpretación jurídica hace bastante bien y coloca, digamos, de manera visible la importancia del profesor José Calvo. Muchísimas gracias. Gracias. A ustedes muchas gracias. Gracias, profesor. Merci, profesor. Gracias.